de la CRS 8? Bah, alors, en partie, oui. En partie, oui. Déjà, ça montre une chose, c'est que la CRS 8, pour reprendre une partie et calmer une situation et reprendre le contrôle sur une partie de certaines tours, hein, parce que là, on ne parle même pas d'un quartier entier, on parle de quelques tours et de quelques points de deal, la CRS 8 peut fonctionner. Le problème étant toujours la question des effectifs pour la CRS 8. Il y a 200, je crois, personnes, hein, dans la CRS 8. Ce n'est pas avec 200 personnes, malheureusement, que vous pouvez reprendre le contrôle de la situation dans tous les territoires perdus de la République, qui est en France 1515 quand même territoires. Des effectifs qui vont augmenter, hein, d'ailleurs. Des effectifs qui vont augmenter, qui est une bonne mesure, mais qui ne sera pas suffisant. Et là, on voit que dès lors qu'ils partent, la guerre des gangs reprend. Pourquoi ? Parce que de manière structurelle, on a un trafic de drogue, un trafic aussi d'une économie informelle, hein, qui va même au-delà de la drogue, hein, tout ce qui est vente à la sauvette, vente de faux, etc., qui alimente, on va dire, un trafic d'armes qui permet en fait à des dealers de se faire une guerre des gangs, de se livrer à une guerre des gangs. Et là-dessus, il faut que l'État réagisse de manière plus ferme. Des effectifs, oui, mais je pense qu'il faut aussi changer de paradigme, notamment décréter, lorsque ces situations-là l'appellent, un état d'urgence localisé pour pouvoir mettre tous les moyens possibles, policiers et justice, pour pouvoir reprendre le contrôle de la situation. Et je vais rebondir sur est utile dans ces quartiers, Mathieu Hauck? Je pense que oui, à court terme, pour pouvoir sécuriser des positions, pour pouvoir justement travailler en bonne intelligence avec ce que vous disiez, Christian, c'est-à-dire les forces de police qui, elles, connaissent ces quartiers-là, qui sont présentes au quotidien à Nîmes, qui connaissent la situation de Nîmes, qui permet de répondre à une situation d'urgence. Mais je pense que ça reste quand même des solutions de court terme. Et là-dessus, il faut qu'à long terme, l'État puisse et la puissance publique puisse véritablement massivement intervenir, comme je disais, avec un état d'urgence localisé pour se donner vraiment tous les moyens. Mais c'est vrai qu'une interpellation, ça paraît très peu. En tout cas, j'imagine que pour les téléspectateurs qui nous regardent doivent se dire une interpellation en quelques jours, ça paraît peu. Surtout qu'on sait qu'un point de deal fait à peu près, ça permet à des guetteurs de toucher entre 2500 et 3000 euros par jour. Donc forcément, ça pose la question du nombre de personnes qui vivent de ce trafic. Je pense qu'il faut à la fois casser le trafic, que ce soit de deux points. Le premier point, c'est limiter le fait que les bénéfices de ce trafic-là, en organisant véritablement des saisies préventives, etc. Et là-dessus, l'état d'urgence peut servir. Et d'autre part, en augmentant les coûts du trafic pour les délinquants, c'est-à-dire augmenter réellement l'effectivité des peines, que l'on puisse arrêter d'avoir 95 000 peines qui ne soient pas exécutées aujourd'hui dans le pays, que les juges arrêtent de relâcher sans cesse des délinquants et des criminels, et qu'on puisse justement pouvoir intervenir massivement pour limiter les bénéfices et augmenter les coûts pour les trafiquants de drogue. Et on en reparlera tout à l'heure de cette nuit. Oui, moi je suis plutôt d'accord avec le gouvernement. Sur ce point, je pense qu'il y a effectivement un peu trop de vacances. Et on sait que dans les écoles, alors l'école de 1950 n'est plus la même aujourd'hui par rapport à l'école d'aujourd'hui, il y a un problème d'attention dans les classes, de fatigue, avec des élèves qui sont fatigués, des rythmes scolaires qui sont trop importants. Le président de la République l'a dit, je pense à juste titre, que effectivement le rythme d'une journée aujourd'hui est très lourd pour les élèves. Là-dessus, c'est une piste intéressante que le gouvernement propose de raccourcir les vacances scolaires. En fait, ce problème-là, il se retrouve, je pense, dans le fait que la France, le modèle éducatif français se singularise par une baisse de niveau, ça c'est un premier point. Et le deuxième point, un taux de redoublement qui est beaucoup plus fort que les voisins européens. Aujourd'hui, en France, à l'âge de 15 ans, il y a 30%, quasiment 30% des jeunes qui ont déjà redoublé une fois. C'est quelque chose qui n'existe dans aucun autre modèle européen, où c'est plutôt autour de 10 à 15% le niveau de redoublement. Donc pourquoi on a plus de redoublement ? C'est peut-être à cause d'un problème d'attention, c'est aussi un problème de niveau. Et là-dessus, je pense que les réponses par les moyens qu'on donne toujours, je ne suis pas sûr que ça va forcément changer les choses, dans la mesure où la France dépense déjà 11% de son PIB sur les dépenses d'éducation. C'est un chiffre qui est assez finalement dans la moyenne des autres pays européens. Valérie Dessouche, sur les vacances, c'est dingue qu'on arrive à ce genre de situation aujourd'hui. Complètement. C'est le marqueur de la dégradation de nos services publics depuis les dernières décennies, dans la mesure où même, par exemple, on a des policiers aujourd'hui qui s'achètent leur propre matériel, on a des personnels de soignants qui s'achètent eux aussi leur propre matériel. Là-dessus, c'est encore pire, c'est que c'est un patient, enfin, on va dire la famille d'un patient qui achète une climatisation, en plus au CHU de Bordeaux, comme monsieur l'a dit, qui est quand même un de nos pôles d'excellence en termes de santé. Il y a une trentaine de CHU en France, donc c'est vraiment les pôles d'excellence de la santé. C'est un peu le fer de lance de notre réponse en matière de santé. Moi, ça me pose vraiment problème. Après, sur la question des moyens alloués à l'hôpital, monsieur a raison de dire qu'effectivement, ils ont baissé. Il y a aussi un autre sujet qui est important à l'hôpital, c'est que 30% des dépenses des hôpitaux sont concentrées sur de la bureaucratie, sont concentrées sur des dépenses de fonctionnement. Et là-dessus, c'est un
chiffre qui est quand même beaucoup plus élevé. Enfin, c'est élevé de plus de 10 points par rapport aux hôpitaux allemands. Donc il y a un sujet de réflexion aussi à comment on alloue mieux nos dépenses à l'hôpital. Ça, c'est le deuxième point. Et puis après, moi, je pense que sur la question énergétique, plus précisément, le gouvernement a effectivement tracé une feuille de route en matière de rénovation énergétique de tous les services publics, hôpitaux, écoles, etc. Ça va prendre plusieurs années pour pouvoir mettre en place cette stratégie de réduction des dépenses énergétiques des services publics. Oui, mais les épisodes caniculaires sont déjà là. On n'a pas le temps. Donc on n'a peut-être pas le temps. Et puis aussi, un autre point, c'est la sobriété énergétique, qui est, pour moi en tout cas, un point politique qui envoie un mauvais signal, en fait, parce que ça contraint les services publics à moins dépenser énergétiquement et donc, de fait, à organiser une décroissance, alors que les services publics ont plutôt besoin de moyens. Christian Couteau, au moment où on parlait effectivement de la possibilité pour les aides-soignants de devenir infirmiers désormais, ou en tout cas à l'avenir, février 2024, pour être précis pour la date, de devenir infirmier en l'espace de 2 ans au lieu de 3. Je vous ai vu réagir, ça vous scandalise? Oui, parce que comme l'a rappelé monsieur, c'est pas du tout le même métier. C'est en fait, la logique en elle-même n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement met en place une politique de santé vis-à-vis des professionnels de santé on va dire, saucissonner un peu le temps médical. Par exemple, on va retirer certaines activités que faisaient les médecins pour les transférer aux infirmiers et aux infirmières. Idem sur les infirmiers et les infirmières, on va les transférer aux aides-soignants. Et on a une espèce d'escalade un petit peu de temps, en saucissonnant le temps médical de chacun qui est absolument improductive. Moi, je pense qu'il faut complètement changer la logique. La logique, c'est que la France ne produit plus assez de richesses. Et donc, on n'est plus en capacité d'en répartir autant. Si on regarde par rapport à l'Allemagne... On a l'association qu'on essaie de remplir des cases. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va expliquer aux infirmiers et aux infirmières de faire une partie du travail des médecins, parce que les médecins, il y a un problème de temps médical sur les médecins, puisqu'on n'a pas assez de médecins. Et donc, on va dire, les médecins, du coup, vont se recentrer sur du diagnostic, sur des choses qui seraient plus, entre guillemets, dans leur périmètre d'action. Et ceux qui vont en pâtir sont les patients. Et les patients, finalement, puisque du coup, il y aura, comme l'a dit monsieur, les infirmiers et les infirmières ne seront pas suffisamment formés pour faire ce type de choses. C'est pareil dans le dentaire, c'est pareil dans plein de filières de la santé. Donc moi, je pense qu'il faut revoir la logique. Il faut produire plus de richesses au niveau national pour pouvoir mieux les répartir, pour pouvoir mieux financer nos services publics, parce qu'aujourd'hui, on a un niveau d'imposition qui est l'un des plus élevés, qui est le plus élevé du monde aujourd'hui, et de l'OCDE en tout cas, et on a toujours des problèmes de rémunération au niveau de la santé, au niveau des enseignants, au niveau des policiers, etc. Et c'est des problèmes qui sont légitimes. Alors que lorsqu'on compare avec l'Allemagne aujourd'hui, elle dépense autant que nous dans les systèmes de santé, et les infirmiers et les médecins sont mieux payés, mieux équipés, mieux formés, etc. Allez, on va marquer une dernière. Aujourd'hui, elle se sent en danger. Même moi, il y a des amis qui me racontent qu'elles ont l'impression d'avoir une cible dans le dos. Tellement les violences faites aux femmes sont endémiques, plus 30% en 2021. C'est quelque chose qui est colossal. Et beaucoup d'entre elles, j'ajoute à votre propos effectivement ce que vous dites, mais beaucoup d'entre elles hésitent maintenant à sortir dans la rue, habillées d'une certaine manière. On évoque pas forcément les violences conjugales qui augmentent aussi malheureusement de jour en jour. Donc voilà, effectivement, il y a des éléments qui font qu'on peut comprendre l'augmentation de ces cours de tout à fait. Et moi, alors autant je trouve que c'est une bonne chose effectivement que les femmes apprennent à se défendre toutes seules, qu'effectivement il y a la question des sports de combat, c'est très très bien. Mais le problème est qu'aujourd'hui, elles sont obligées de changer leur comportement dans la rue. C'est-à-dire qu'elles sont obligées de changer de trottoir, d'appeler quelqu'un, de pratiquer un sport de combat pour avoir les bons réflexes en cas d'agression. Donc ça traduit une désertion de la puissance publique vis-à-vis des violences faites aux femmes, même si, il faut le rappeler aussi, les policiers ont fait un travail encourageant dessus. Notamment, il y avait la question des plaintes qui étaient mal récupérées par les policiers. Il y avait une enquête de Nous Toutes qui a sorti que 30% des femmes étaient satisfaites, seulement 30% des femmes étaient satisfaites de l'accueil de la plainte au commissariat en 2017. Aujourd'hui, c'est plus de 55% de satisfaction. Donc c'est quelque chose qui va plutôt dans le bon sens, parce que les policiers ont été formés et les policières ont été formés à recueillir la plainte. C'est effectivement insuffisant encore, mais ça va plutôt dans le bon sens. Donc il faut véritablement que l'État puisse accompagner de bout en bout les femmes qui sont aujourd'hui victimes de la hausse de l'insécurité. On va pouvoir poser la question